Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air simple, mais qui est en fait incroyablement complexe, notre rapport à la folie. En fait, l'histoire de la folie, c'est surtout l'histoire d'une frontière. Une frontière un peu invisible que chaque société a tracée pour décider qui est dedans et qui est dehors. Notre analyse aujourd'hui doit nous faire voyager le long de cette frontière pour comprendre comment on est passé, disons, de l'expulsion des fous hors des villes à une sorte d'obsession pour la santé mentale de chacun. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur une idée très puissante du philosophe Michel Foucault. En gros, il dit qu'une maladie n'existe que si une culture décide de la voir comme telle. Ce qu'on appelle folie ou trouble psychique, ce n'est pas une vérité absolue. Ça dépend complètement du regard de l'époque. C'est le point de départ qui est crucial. Ça nous oblige à voir que la folie est une construction. Ce n'est pas d'abord une réalité biologique, c'est avant tout une catégorie culturelle. Le fou du Moyen-Âge, celui qui était habité par le diable, n'a rien à voir avec le jeune entrepreneur d'aujourd'hui qui fait un burn-out. La culture ne fait pas que nommer la souffrance, elle lui donne une forme. Exactement. Et ce voyage le long de la frontière, on va le faire en deux temps. D'abord, on va voir comment, pendant des siècles, la stratégie principale, c'était l'exclusion, la mise à distance. Et puis on verra comment on a fait un virage à 182 degrés pour arriver à aujourd'hui, où l'enjeu semble être d'inclure tout le monde sous le grand parapluie de la santé mentale. Alors, commençons par le passé. Plongeons à la Renaissance, bien avant la psychiatrie moderne. Là, la folie, ce n'est pas encore une maladie. Quelle image on s'en fait à ce moment-là? Ce qui est incroyable à la Renaissance, c'est qu'il y a deux regards qui s'opposent, mais complètement. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler l'expérience tragique. Là, il faut imaginer la peur que la folie inspirait. Ce n'était pas un problème médical, c'était comme si une porte s'ouvrait sur un autre monde. Un monde terrifiant. Oui, celui du chaos, de la mort, c'est toute l'angoisse qu'on retrouve dans le tableau La Nef des Fous, de Bosch. Les fous sont sur un bateau, à la dérive, littéralement expulsés de la ville. On ne cherche pas à les soigner, on les met au loin. C'est un peu comme dans certains films d'horreur quand une force obscure prend possession de quelqu'un. On ne discute pas, on l'exorcise ou on s'en débarrasse. Et l'autre regard, du coup? Notre regard, c'est celui des humanistes, comme Erasme. Et là, tout change. La folie n'est plus une force cosmique, elle est ramenée à l'intérieur de l'homme. C'est une faiblesse, une illusion, une passion qui nous aveugle. Le fou, finalement, c'est juste une version extrême de nous-mêmes quand on se trompe, quand on manque de lucidité. La folie et la raison, là, elles cohabitent en chacun. D'accord, on passe d'une menace extérieure à une faille intérieure. Une question morale, en fait. Et cette idée que la folie est un désordre moral, ça ouvre la porte à ce qui va suivre, hein. L'âge classique et ce que Foucault a appelé le grand renfermement. Rien que le nom, ça fait un peu froid dans le dos, non? Et il y a de quoi. C'est un tournant majeur au XVIIe siècle. Le symbole, c'est la création de l'hôpital général à Paris en 1656. Hôpital général, le mot est complètement trompeur en fait. On pense soins, médecine, mais si on se fie aux sources, c'était bien plus proche d'une prison pour indésirables. C'est exactement ça, une prison morale. Le but n'est absolument pas de soigner. On y enferme les fous, oui, mais avec les pauvres, les mendiants, les libertins, les chômeurs. Bref, tous ceux qui n'en rentrent pas dans le moule. Voilà, tous ceux qui ne correspondent pas à la nouvelle norme de la société. Le travail, l'ordre, la productivité. La folie est noyée dans une immense catégorie que Foucault appelle la déraison. La déraison. Comment on peut se représenter ça concrètement? Pour comprendre, c'est un peu comme si aujourd'hui on créait une seule catégorie d'inadaptés sociaux et qu'on y mettait pêle-mêle les chômeurs de longue durée, les activistes un peu trop radicaux et les gens en dépression sévère. Ah oui, Le point commun, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le cadre, ils dérangent l'ordre social et économique. La déraison, c'est ce grand sac fourre-tout pour tout ce qui ne fonctionne pas. Le fou n'est plus un messager d'un autre monde, il est juste inutile. c'est un changement radical. On arrive ensuite au 19e siècle. Et là, on a tous cette image en tête de Philippe Pinel qui libère les aliénés de leur chaîne. Le grand moment d'humanisme, la naissance de la psychiatrie. Mais les sources qu'on a analysées suggèrent que c'était peut-être juste un échange de chaînes. On aurait enlevé le fer pour le remplacer par des chaînes invisibles, celles de la morale et de la culpabilité. C'est bien ça l'idée. C'est exactement l'analyse de Foucault. L'asile, encadré par la loi de 1838 en France, n'est pas une libération.
C'est une nouvelle technologie de pouvoir, beaucoup plus sophistiquée. Bien sûr, on commence à écouter le discours du fou, ce qui est une nouveauté capitale qui préparera le terrain pour la psychanalyse. Mais l'asile lui-même est un instrument de normalisation. Comment ça fonctionne concrètement? On ne se contente plus d'enfermer, on veut transformer l'individu. On utilise des techniques comme la douche froide, non pas pour soigner, mais pour faire avouer sa folie, pour briser la volonté. Ah oui, quand même. On impose une discipline de fer, une surveillance de tous les instants, et surtout, on installe un rapport de pouvoir absolu où le médecin est à la fois juge, père et confesseur. Le patient doit reconnaître sa faute, se sentir coupable d'être malade pour espérer guérir. C'est terrible. Ça veut dire que le but n'était pas tant de comprendre la maladie que de faire en sorte que le patient se plie à l'autorité du médecin. En grande partie, oui. Mais il y a un autre retournement fascinant à cette époque. Et les médecins se rendent compte d'une chose incroyable. En étudiant la pathologie, on comprend l'homme normal. Attendez, ça c'est un retournement complet. On étudie ce qui est cassé pour comprendre comment le normal fonctionne. Totalement. C'est l'un des piliers de la psychologie moderne. En observant les aphasiques, ceux qui ont perdu la parole, on découvre les mécanismes du langage. En étudiant les amnésiques, on comprend comment marche la mémoire. La folie, la pathologie, cesse d'être juste un manque, un moins. Elle devient une sorte de loupe qui grossit les mécanismes de l'esprit humain. Et la frontière devient poreuse, du coup. Exactement. C'est le pathologique qui éclaire la norme. Sur la santé mentale. Comment on a pu passer d'un extrême à l'autre? Le grand basculement, c'est d'abord un changement de vocabulaire. Le mot folie, qui est très stigmatisant, a presque disparu au profit de santé mentale. Et ce concept est infiniment plus large. Il ne désigne plus quelques pathologies lourdes, mais un spectre immense qui va de la dépression à l'anxiété, en passant par le stress au travail, les addictions, les traumatismes. La souffrance sociale. La souffrance sociale, exactement. La frontière s'est déplacée. On est passé de quelques fous là-bas à nous tous, potentiellement fragiles, ici. Et pour analyser ce phénomène, les sources qu'on a consultées proposent deux grandes lectures, deux théories qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Oui, la première lecture, portée par des gens comme le psychiatre Mathieu Bellassène, est assez critique. Elle voit l'omniprésence de la santé mentale comme un nouvel outil de contrôle social. Dans notre société capitaliste, qui exige d'être performant, flexible, adaptable, la santé mentale devient un impératif. Il faut gérer son stress, être résilient, optimiser son bien-être. Pour rester productif, c'est une sorte de maintenance de la main-d'œuvre. On ne vous enferme plus, on vous donne les outils, coaching, méditation, psy, pour que vous teniez le coup dans un système exigeant. Voilà, c'est une normalisation douce, qui ne passe plus par l'asile, mais par l'injonction au bien-être. Et puis, il y a la seconde lecture, celle du sociologue Alain Ehrenberg, qui est peut-être plus nuancée. Pour lui, la montée des troubles comme la dépression ou l'anxiété est avant tout le symptôme d'une souffrance sociale propre à notre époque. C'est-à-dire? Nos sociétés nous bombardent d'un message. Sois toi-même, réalise-toi, sois l'entrepreneur de ta vie. On est devenus les seuls responsables de nos succès comme de nos échecs. Cette pression constante à devoir se construire soi-même, sans filet, elle est épuisante. Elle crée ce qu'Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi. La fatigue d'être soi. Oui, et la dépression dans ce cadre n'est pas une faiblesse individuelle, c'est le symptôme de quelqu'un dont l'énergie est à plat, épuisé par cette course à l'autonomie. Donc, si je résume, la santé mentale devient le langage moderne pour exprimer cette souffrance. Une souffrance qui se manifeste individuellement, chez le psy, mais dont les racines sont profondément sociales. La solitude, la compétition. C'est ça. D'un côté, on a une vision de la santé mentale comme outil de gestion pour que les gens restent productifs. De l'autre, on la voit comme le seul langage disponible pour dire une souffrance collective liée à l'individualisme. Et les deux visions ne s'excluent pas. Si on résume ce parcours incroyable, on est parti de la folie vue comme une force cosmique, terrifiante à la Renaissance. On l'a ensuite enfermé comme un manquement à la morale et au travail à l'âge classique, avant d'en faire un objet d'étude à l'asile au XIXe siècle, une loupe pour comprendre la normalité. Pour finalement arriver à ce concept immense de santé mentale qui absorbe toutes les formes de souffrance et devient un enjeu politique central. Le grand enseignement, finalement, c'est que la frontière entre le normal et le pathologique est un miroir parfait des valeurs d'une société. Tout à fait. Et l'erreur serait de voir ça comme une progression linéaire, comme si on était devenu plus humain ou plus scientifique avec le temps. Non, c'est une transformation culturelle.
Chaque époque produit la folie ou la santé mentale qui lui ressemble. Notre époque, obsédée par la performance et l'individu, produit logiquement des pathologies de l'épuisement et de l'anxiété. Cette analyse montre bien comment la frontière s'est déplacée. On est passé de l'exclusion très visible de quelques fous hors des murs de la cité à une sorte de surveillance intime des angoisses de chacun à l'intérieur de notre propre crâne. Et ça laisse avec une dernière question. En voulant inclure toutes les souffrances sous ce grand parapluie de la santé mentale, est-ce qu'on ne risque pas de transformer en maladie des expériences qui font simplement partie de la vie, comme la tristesse, le doute ou l'échec ?